Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, le point de rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 12 qui s'étale du 18 au 24 mars. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité Azure avec au menu les nouvelles de la semaine, les annonces en JA, les annonces en preview, une annonce en développement et nous terminerons par un flot de décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons avec une annonce concernant Redis, où l'entreprise a annoncé un changement au niveau de ses licences. Alors jusqu'à présent, Redis proposait une licence BSD 3 clauses pour sa solution éponyme, et l'entreprise américaine fait le choix de proposer deux nouvelles licences. La première, la licence Redis Source Available License en version 2, également appelée RSALv2, qui est une licence permissive, non exclusive et libre de droit accordée par Redis pour l'utilisation, la distribution et la modification de certains composants logiciels conçus pour fonctionner avec Redis, sous réserve des limitations et conditions spécifiques décrites dans l'accord. La seconde, la licence Server Side Public License, ou SSPLv1, qui est un dérivé de la licence publique générale GNU Affero, AGPL, avec une section 13 modifiée. Elle exige que toute entité proposant un logiciel sous licence SSPL en tant que service publie l'intégralité du code source du service, y compris la gestion, les interfaces utilisateurs, les API, pour ne citer que, ce qui permet aux utilisateurs d'exécuter leurs propres instances à l'aide du code source fourni. L'idée pour Redis est de proposer un modèle à double licence qui offre plus de clarté et de flexibilité et qui permet aux développeurs de prendre des décisions éclairées sur la manière dont ils utilisent les technologies Redis dans leurs projets. Mais qu'est-ce que cela change finalement pour vous qui utilisez Azure Cache for Redis ? Eh bien, absolument rien, puisqu'Azure Cache for Redis est proposé aux clients selon les conditions de service de Microsoft. Passons à la nouvelle suivante. Connaissez-vous Retina ? Porté par l'équipe Microsoft Azure Container Networking, Microsoft a annoncé il y a quelques jours la publication de Retina en tant que référentiel open source. Alors Retina est une plateforme d'observabilité réseau de conteneurs native qui permet aux utilisateurs du Kubernetes de visualiser, d'observer, de débugger et d'analyser le trafic de charge de travail de Kubernetes, quelle que soit l'interface réseau de conteneurs utilisée. Pour son fonctionnement, Retina collecte des données télémétriques personnalisables qui peuvent être exportées vers plusieurs options de stockage telles que Prometheus, Azure Monitor et d'autres fournisseurs. Vous avez également la possibilité de visualiser les données de différentes manières avec Grafana ou encore Azure Log Analytics pour ne citer que. S'appuyant sur la technologie eBPF, vous allez pouvoir obtenir des informations sur la communication entre les microservices conteneurisés pour identifier par exemple les problèmes tels que les pertes de paquets ou la latence. Cerise sur le gâteau, Retina fonctionne à la fois sur les conteneurs Linux, mais aussi sur les conteneurs Windows. Pour les plus curieux, je mettrai le lien pointant vers le repository GitHub de Retina. Alors, on peut maintenant passer aux annonces en JA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous parlions de service Azure Health Data Service d'ICOM au sein de Azure Data Lake Storage dans les annonces en preview. Eh bien, sachez qu'il débarque en JA. Pour rappel, le service d'ICOM fournit un stockage à l'échelle du cloud pour les données d'imagerie médicale à l'aide de la norme d'ICOM Web. Avec ces nouvelles intégrations d'Azure Data Lake Storage,
Les organisations peuvent désormais bénéficier d'un contrôle total sur leurs données d'imagerie et d'une flexibilité accrue pour accéder à ces données et les utiliser via l'écosystème de stockage Azure et ses API. Passons maintenant à la partie conteneur et plus précisément à AKS où l'équipe produit nous inonde d'annonces. La première concerne la prise en charge de la dernière version de Kubernetes, à savoir la version 1.29. Cette dernière intègre des fonctionnalités très attendues, telles que le Read Write Once Pod, le mode d'accès Persistent Volume, la prise en charge secrète de l'extension du volume des nœuds pour les pilotes CSI. Alors n'hésitez pas à jeter un œil à la release note de Kubernetes 1.29 pour avoir les détails de toutes les nouveautés. Toujours sur AKS qui prend désormais en charge jusqu'à 5000 nœuds par défaut dans les tarifs standard et premium. Cette fonctionnalité permet à des charges de travail importantes, telles que les tâches de traitement par l'eau, l'apprentissage automatique, les simulations et les clusters multilocataires, de s'exécuter à grande échelle tout en proposant de meilleures performances. Et pour ceux qui ont besoin de déployer de nombreux pods, sachez que vous pouvez déployer jusqu'à 200 000 pods par cluster. Et oui, ça commence à compter. Encore une fonctionnalité qui débarque, à savoir l'attribution automatique de host port qui permet l'attribution automatique de port hôte pour les charges de travail des pods. Cela permet ainsi de rationaliser le processus de déploiement des services nécessitant un accès direct à l'adresse IP publique d'un nœud sans intermédiaire tel qu'un load balancer. Ce n'est évidemment pas tout puisque vous pouvez désormais spécifier les ports hôtes autorisés sur les pools de nœuds et ajouter ces pools au groupe de sécurité des applications en configurant directement les ports autorisés dans les paramètres de votre pool de nœuds. Sachez que pour les nœuds AKS dotés de services d'hébergement d'adresse IP publique, vous devez ajouter une règle côté NG pour autoriser le trafic. Lorsque vous spécifiez des ports dans la configuration du pool de nœuds, les règles ELO sont automatiquement créées dans le NG du cluster. Cela améliore la sécurité et la gestion du trafic pour les nœuds AKS utilisant des adresses IP publiques. Toujours sur AKS qui prend désormais en charge le Azure CNA Overlay Dual Stack, ce qui vous permet d'affecter à vos pods ou à vos nœuds une adresse IPv4 ou une adresse IPv6. C'est à vous de choisir, mais sachez que ce n'est disponible que pour les conteneurs Linux. La fonctionnalité d'équilibrage de charge basée sur les IP des VM débarque également. Cela introduit la possibilité de changer le type de pool entrant dans AKS, améliorant ainsi l'efficacité de la mise à jour et du provisionnement pour les services utilisant des équilibreurs de charge, ce qui est plutôt pratique pour les clusters comportant un grand nombre de nœuds. Après avoir été supporté sur les conteneurs Linux, la configuration de kubelet personnalisée débarque sur les conteneurs Windows. Elle permet de modifier certains paramètres kubelet pris en charge par défaut pour vos pools de nœuds Windows. Encore une bonne nouvelle pour AKS puisque le module complémentaire d'analyse des coûts pour AKS est désormais disponible. Ce dernier vous offre une visibilité sur les coûts d'infrastructures de clusters sous-jacents associés à vos charges de travail AKS. Il faut savoir que les coûts sont répartis par construction Kubernetes tels que le cluster, l'espace de nom, en plus des catégories d'actifs Azure. Vous pourrez simplement afficher les données de répartition des coûts directement dans le panneau de gestion des coûts sur le portail Azure. On continue avec Fleet Manager, que vous connaissez déjà peut-être, qui est une solution de gestion multi-cluster open source développée par Microsoft. Pour rappel, il vous permet de gérer facilement un certain nombre de clusters Kubernetes différents et d'orchestrer les charges de travail entre elles. Eh bien, sachez que l'équipe produit a amélioré la planification et le remplacement du placement des charges de travail en se basant sur des paramètres de coût et de disponibilité des ressources, ce qui devrait vous aider à placer plus efficacement vos charges de travail. Terminons sur AKS avec la prise en charge des VM de génération 2, mais uniquement pour les conteneurs Windows. Cela vous offre notamment une mémoire accrue, des extensions Intel Software Guard, la mémoire persistante virtualisée, mais aussi le démarrage en mode UEFI. L'annonce suivante risque d'intéresser tous ceux qui gèrent des réservations. En effet, il arrive fréquemment, si l'on n'est pas attentif, que des réservations se terminent et que nous payons à nouveau le prix public ou le prix négocié avec le fournisseur.
Mais ça, c'était avant, puisque maintenant Microsoft propose enfin la possibilité de renouveler automatiquement des réservations. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, le renouvellement est automatique pour chaque nouvelle réservation créée. Alors si vous ne souhaitez pas l'activer, il faudra simplement décocher la case. Le service Azure Monitor Managed Service for Prometheus continue son expansion puisqu'il débarque dans 13 nouvelles régions, ce qui le rend dorénavant disponible dans 39 régions à travers le monde. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Azure Monitor Managed Service for Prometheus vous permet d'utiliser le langage des requêtes Prometheus, le PromQL, pour analyser et vous alerter sur les performances de l'infrastructure et de vos charges de travail. Concernant Application Gateway maintenant, une annonce qui était attendue depuis longtemps est la prise en charge de IPv6. Alors évidemment, cette fonctionnalité n'est prise en charge que pour Application Gateway V2, alors si vous êtes en V1, il va falloir penser à une mise à jour. Alors qu'est-ce que cela va changer pour vous? Eh bien, vous pourrez maintenant configurer une IP front-end avec une IPv6, sachant que les IPv4 sont évidemment toujours supportés jusqu'à leur épuisement qu'on annonce depuis des années. Sachez que pour le moment, il n'est pas possible de switcher d'une IPv4 à une IPv6 au niveau de votre Application Gateway. Toujours sur Application Gateway, l'équipe produit propose désormais de gérer les certificats directement au niveau du service. Vous pourrez également y trouver des informations sur les certificats tels que l'expiration, le nom commun, l'empreinte numérique et le nom de l'émetteur pour identifier rapidement vos certificats. Nous en parlions tout à l'heure dans les nouvelles de la semaine. Microsoft propose donc maintenant une plateforme d'observabilité native pour vos conteneurs. Retina offre aux utilisateurs un moyen de voir comment leurs microservices conteneurisés interagissent sur le réseau, aidant les utilisateurs ainsi à résoudre des problèmes tels que la latence, les pertes de paquets, pour ne citer que. Terminons avec du stockage et plus particulièrement Azure NetApp Files, où l'équipe produit introduit une nouvelle capacité de pool de stockage, à savoir 1 Tera. Cela vous permet de réaliser des économies pour ceux qui n'ont pas besoin des 2 Tera qui sont actuellement disponibles, qui était la capacité offerte jusqu'à présent. Sachez en revanche que la capacité de stockage de 1 Tera ne supporte que les fonctionnalités réseau standard. Il ne vous sera donc pas possible de ne bénéficier des fonctionnalités réseau premium. Continuons maintenant avec les annonces en preview et on continue sur AKS. La première concerne le module Kubernetes AI Toolchain Operator ou KAITO qui débarque sur AKS. Ce dernier permet d'exécuter des charges de travail d'apprentissage automatique spécialisées telles que des modèles de langage étendu, ce qu'on appelle LLM, de manière plus rentable et avec moins de configuration manuelle. Pour vous, il automatise le déploiement LLM sur les ressources CPU et GPU qui sont disponibles en sélectionnant une infrastructure de taille optimale pour le modèle. Toujours avec AKS qui supporte aussi le mode Trusted Launch, ce dernier permet de déployer des nœuds AKS sur des VM de génération V2 avec des chargeurs de démarrage, des noyaux de système d'exploitation et des pilotes vérifiés et signés. Cela garantit ainsi d'une part une intégrité de l'ensemble de la chaîne de démarrage et d'autre part la garantie que les charges de travail sont fiables et vérifiables. Encore sur AKS, il est désormais possible d'utiliser des tags IP publics sur les adresses IP publiques des nœuds, ce qui est assez pratique lorsque vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Azure Routing Preference. Ce n'est pas tout, puisque toujours sur AKS qui supporte désormais les GPU Windows. Alors cette fonctionnalité vous permet d'exécuter des charges de travail GPU sur les pools de nœuds Windows et répond aux besoins de ceux qui ont déjà sous Windows ou qui souhaitent migrer vers AKS avec des nœuds Windows nécessitant des ressources de calcul intensives. C'est assez pratique pour certains cas d'usage comme le machine learning, l'encodage vidéo, les simulations volumineuses ou encore les jeux. Côté Azure CNI maintenant, l'équipe produit annonce la prise en charge de l'allocation IP de blocs statiques. Le but est d'éviter l'épuisement des adresses IP du pod à mesure que votre cluster AKS grossit. Et pour résoudre ce problème, cette fonctionnalité va allouer des adresses IP de pod à partir d'un subnet séparé du sous-réseau hébergeant le cluster AKS. Bref, c'est plutôt intelligent. La dernière annonce en preview sur AKS concerne une nouvelle fonctionnalité appelée Deployment Safeguard.
L'idée est d'appliquer dès le déploiement de vos ressources les meilleures pratiques Kubernetes dans votre cluster AKS via des contrôles Azure Policy. Deux niveaux seront disponibles. Le niveau avertissement, qui vous permet de recevoir des avertissements immédiats pour les fichiers manifestes mal configurés au moment du déploiement. Et le niveau application, qui empêche tout simplement le déploiement de vos fichiers. Une nouvelle fonctionnalité dont le petit nom est Database Watcher débarque sur Azure SQL. Celle-ci vous permettra d'activer la surveillance avancée de vos ressources Azure SQL en quelques minutes. Les données détaillées sur les performances et l'état de la base de données sont fournies en temps quasi réel dans un magasin de données central et vous pourrez le visualiser sur des tableaux de bord à écran unique dans le portail Azure. Vous pourrez évidemment explorer les données détaillées sur les performances et la configuration pour détecter, étudier et résoudre une grande variété de problèmes de performance et d'intégrité des bases de données. Database Watcher s'appuie sur la combinaison de Azure Data Explorer et de Real-Time Analytics présents dans Microsoft Fabric. Toujours sur SQL, mais cette fois-ci sur le service Azure SQL Managed Instance, où le niveau de service General Purpose évolue en améliorant considérablement les performances de stockage de vos instances tout en conservant le même prix que le niveau à usage général actuel. Ce n'est pas tout, puisque cela inclut également la prise en charge de 32 Tera de stockage, la prise en charge de 500 bases de données, une latence de stockage réduite, des performances de stockage améliorées et la possibilité de configurer la quantité d'IOPS. Le service Azure DNS évolue à son tour. L'équipe produit propose un nouveau paramètre appelé Domain Name Label Scope qui peut être spécifié lors de la création d'une nouvelle adresse IP publique avec un nom DNS et qui sera associé à un scope comme un groupe de management, un abonnement ou encore un resource group. L'idée est en fait d'empêcher un acteur malveillant de déployer une adresse IP publique avec une entrée DNS pour un service qui ne lui appartiendrait pas. Azure Managed Prometheus évolue avec la prise en charge des configurations basées sur les Custom Resource Definition, ce qu'on appelle CRD. Avec cette nouvelle mise à jour, la configuration de Managed Prometheus déploiera les définitions de ressources personnalisées Pod et Service Monitor pour vous permettre de créer vos propres ressources personnalisées. Ceci est similaire à l'opération OSS Prometheus et cela permet une configuration facile des tâches de scrap dans n'importe quel espace de nom, éliminant ainsi le besoin de mettre à jour le config map comme dans l'espace de nom du système cube. Le nouveau service Azure Modeling and Simulation Workbench fait son apparition. Alors, selon Microsoft, c'est un service sécurisé à la demande qui fournit un environnement de conception et de simulation entièrement managé pour une collaboration utilisateur sûre et efficace. Bon, comme c'est pas très clair pour moi, j'ai essayé de faire un tour sur la documentation officielle. Et bien, même en lisant la documentation FSL officielle, je ne vois pas ce que cela apporte. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si c'est plus clair pour vous. Passons à l'annonce en développement en cours qui concerne les disques Azure. Il sera prochainement possible de forcer le détachement d'un disque ZRS pendant une panne de zone afin d'être disponible pendant la panne. Les disques ZRS peuvent être détachés de la VM sur la zone impactée et attachés à une nouvelle VM dans la zone active pour la continuité des activités. Cela permet aux clients de profiter de la capacité de ZRS à fournir un RPO de 0. Pour rappel, l'option ZRS pour les disques managés est prise en charge sur les SSD Premium et les SSD standards. Eh bien, passons maintenant aux décommissions et encore une fois, il y en a un petit paquet. Alors, Azure Content Moderator sera retiré le 15 mars 2027. Sachez d'ailleurs que vous ne pouvez déjà plus en créer et Microsoft vous propose Explorer Azure AI Content Safety pour vos besoins de modération de contenu. La version 4.0 de HD Insight sera retirée le 31 mars 2025. Vous êtes donc encouragé à migrer vers la version 5.1 de HD Insight qui comprend d'ailleurs toutes les améliorations apportées aux versions open source. Les machines virtuelles de base
et standard de la série A sur HD Insight seront retirés le 31 août 2024. Vous êtes donc encouragé à migrer vers la série AV2 avant cette date. Concernant le service Azure Synapse Analytics, sachez que la version de Apache Spark 3.2 a été annoncée comme étant plus supportée le 8 juillet 2023. Eh bien, Microsoft a décidé d'arrêter son support au 8 juillet 2024. Donc, un an de support supplémentaire avait été offert par Microsoft. Donc, pensez à migrer vers Apache Spark 3.3 ou 3.4. Petite piqûre de rappel concernant les flux sortants des VM qui seront bloqués le 30 septembre 2025. Cela va donc impacter l'intégration avec vos pools Azure Patch, donc pensez à prendre les devants. Le support de .NET 7 prendra fin le 17 mai 2024 sur Azure Functions, donc pensez à migrer les functions qu'il utilise vers .NET 8 au plus vite. Alors, pas mal d'informations sur les VM. La prise en charge de la série de VM standard M192 IDMS V2 sera supprimée le 31 mars 2027. Veuillez donc passer à la série standard M176 DS4 V3 d'ici cette date, qui offre d'ailleurs de meilleures performances. Même punition pour la série standard M192 IDS V2, qui prendra fin le 31 mars 2027 et sera remplacée par la série standard M176 DS4 V3. Idem pour la série standard M192 IMS V2 qui prendra fin le 31 mars 2027 et sera remplacée par la série standard M176 S4 V3. Cela concerne aussi la série standard M192 ISV2 qui prendra fin le 31 mars 2027 et sera remplacée par la série standard M176 S4 V3. Eh ben dis donc. Continuons avec le pack HPC 2016 qui tirera sa révérence le 12 janvier 2027. Donc pour Azure HPC, il faudra donc envisager une migration vers le pack HPC 2019. Le service Azure HPC Cache sera retiré le 30 septembre 2025. D'ici là, vous pouvez toujours en créer, mais pas certain que cela soit une bonne idée, quoique pour le moment, Microsoft ne propose aucune alternative. Aver VFXT for Azure ne sera plus supporté à partir du 30 septembre 2025. Passé cette date, vous pourrez continuer à utiliser le service, mais Microsoft n'assurera plus le support. Pas non plus d'alternative proposée. L'extension Azure Functions Service Bus en V4 sera retirée le 31 mars 2024. Une migration est donc à prévoir vers la version 5. Le 31 août 2024, la version 9 de Grafana sera retirée. Il vous faut donc envisager une migration vers Grafana 10 dès que possible. Le connecteur pour Amazon sera retiré le 31 mars 2025 de Cost Management et toutes les données qui sont actuellement stockées dans Microsoft Cost Management seront supprimées. Aucune alternative proposée à ce jour. Certaines fonctionnalités de conformité seront supprimées le 30 septembre 2025 de Microsoft Defender for Cloud. Cela concerne les offres Microsoft Actions et Microsoft Compliance. Le support étendu de Node version 18 prendra fin le 30 avril 2025 sur Azure App Service. Vous avez donc un an pour basculer sur Node version 20. Les fonctionnalités Azure Map Feature State Services seront retirées le 31 mars 2025. Vous êtes encouragé à basculer sur Azure Maps Creator à la place. Et enfin, le SDK natif Azure Maps pour Android et iOS sera retiré le 31 mars 2025. À la place, vous pouvez utiliser le SDK Web Azure Maps. Voilà, c'est enfin fini. Bon, c'était un peu la course aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir suivis et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.